Nous ne sommes pas des professionnels des médias, et nous ne souhaitons pas le devenir. En écoutant cette série, vous comprendrez pourquoi nous avons voulu conserver l'anonymat. Si nous vous proposons ce podcast aujourd'hui, c'est pour soutenir Camille, qui a animé un podcast pendant 10 ans avant d'être censuré. Nous avons cherché à reconstituer son récit grâce à ses archives et grâce à ses notes. Nous n'interviendrons que lorsque des éléments seront manquants et indispensables pour comprendre ce qui a pu se passer. Je précise pour ma part que je suis une comédienne qui a été recrutée pour réaliser cette introduction et que j'ignore qui est mon employeur. Camille, t'as jamais menti à tes parents quand t'étais petite ? T'as jamais piqué quelques euros dans la poche de ta mère ou de ton père pour aller acheter une glace à côté de chez toi ? T'as jamais fait des choses en cachette, en ayant l'impression que tu allais te faire prendre ? Non, ça t'est jamais arrivé. C'est bien triste, c'est tout ce que j'ai à dire. On m'a beaucoup parlé de ton podcast, Camille, alors j'ai écouté, et franchement, j'ai perdu mon temps. J'ai écouté quelqu'un qui n'a aucun intérêt. Mais c'est étonnant, ce genre de personne qui a soi-disant une histoire extraordinaire, qui trouve toujours quelqu'un pour l'écouter, pour lui donner de l'importance, en particulier les médias, et surtout les journalistes, comme d'habitude. La prochaine fois, ce sera sans moi. Camille, tu vas continuer longtemps à nous la raconter, là, ta vie, comme ça ? C'est vraiment épuisant. Pourquoi tu parles tout le temps de tes souvenirs ? On s'en fout, Camille. Ce qu'on veut entendre, ce sont les gens que tu rencontres. Laisse-leur la parole. Bonjour. Je connais un peu la mythologie grecque. Je me suis dit, Camille, vous êtes devenue une Érynie. Vous êtes comme ces déesses de la nuit qui veulent rendre la justice elle-même quand quelque chose ne leur plaît pas. Bonjour, je suis Camille d'une belle histoire. C'est moi qui ai envoyé le mail à propos du podcast hier. Oui, c'est bien moi. Je sais toujours pas pourquoi ni qui aurait intérêt à nous envoyer toutes les archives. Sauf mon visage, bien sûr. Ah mais il m'a peut-être espionné pendant que j'étais là-bas. C'est pas de ma faute, c'est Julien qui a instauré ce doute en moi. C'est un peu troublant, je pense, de dire qu'il n'a jamais perdu conscience. Mais non, mais j'ai rien inventé. On y va ? Maintenant, une si belle histoire, épisode 9. C'est vraiment un rêve qui m'attend. Je crois que je suis assez seule, en fait. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec la commission média. C'est Julien qui l'a saisi. La commission média, c'est un organisme que tout citoyen peut saisir si elle ou il estime qu'il est diffamé dans un reportage ou un article. Ou un podcast. Donc c'est chaud. Et on sait pas comment ça peut tourner. Je suis hyper stressée. En même temps, je me dis que la commission ne peut pas défendre quelqu'un qui a menti à tous les médias. Mais je sais pas, tout est tellement... Enfin, je reste sur mes gardes, quoi. Bonjour. La commission média est ici réunie pour statuer sur la demande de monsieur Julien, qui demande le retrait en urgence des épisodes d'un podcast, une si belle histoire hors série, qui retrace un épisode de sa vie. Au nom d'un droit à l'oubli et au nom aussi, on le verra, d'une absence de rigueur et d'une présomption de malhonnêteté à son endroit. On le verra, ce sont deux choses bien distinctes. Monsieur Julien est représenté par son avocat, Maître Cochet. Madame Camille Martin, vous êtes l'animatrice du podcast Une si belle histoire qui fait l'objet de cette plainte. Merci d'être présente. La commission a beaucoup de questions à vous poser. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar. C'était la nuit avant l'audition. En fait, je suis dans une salle de cours avec des étudiants. Et là, quelqu'un me demande de parler de mon métier, du podcast, nanana.
Et bon, déjà c'est bizarre, je suis dans un fauteuil, je suis avachie, enfin je suis presque allongée. Et il y a un premier micro qui est très loin de moi. Et il est actionné par une sorte de bras mécanique ou... je sais pas, mais j'arrive pas à la rapprocher de moi. Et là je me rends compte que j'arrive pas à me lever non plus. Et alors je parle... J'essaye de répondre, mais comme je suis loin du micro, en fait personne m'entend. Et là je réalise qu'il y a un deuxième micro, mais c'est pareil, j'essaie de le diriger vers moi. Et je peux toujours pas parler parce que là il y a une fille qui arrive avec un tableau. Et en fait elle se met à parler et tout le monde l'écoute. Et moi j'ai plus de voix et je suis épuisée. Et là je comprends qu'en fait c'est fini, c'est la fin du cours là, tout le monde s'en va. Alors que j'ai rien dit. J'ai encore rien dit. Tout d'abord, quel est l'intérêt général, selon vous, à évoquer l'histoire de Julien ? Je pense que l'intérêt général est évident. Ouf, ma voix est bien au rendez-vous. Madame la Présidente, Julien a menti. Il a prétendu avoir un accident de vélo très grave. Et s'en être remis et être devenu champion de roller sur descente, il a suscité une adhésion émotionnelle de la part du public. Et il en a bénéficié, y compris financièrement. L'enquête de notre consoeur Zoé Vallotton a montré qu'il a tout inventé. Et qu'il a trompé le public et les médias en racontant une expérience entièrement fausse. Il a tenu son récit dans des émissions documentaires, dans des journaux, dans des programmes relevant de l'information ou du divertissement, mais jamais de la fiction. Il y a donc eu une manipulation, selon moi, Madame la Présidente, du public aussi bien que des professionnels de l'information. J'aimerais ajouter que rappeler son histoire à une époque où le public doute beaucoup de ce qui est dit dans les médias est justifié, selon moi, selon nous, et prouve que les médias sont tout à fait capables de se remettre en question et de reconnaître leurs erreurs. J'ajoute que cela permet de rappeler au public qu'il faut rester vigilant, et qu'un témoin peut mentir. Ça peut arriver. Ces faits, ces mensonges ne sont pas contestés par le plaignant. Julien, dans une lettre qu'il nous a transmise, reconnaît les faits. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il explique que c'est une erreur de jeunesse. Et il s'en excuse à nouveau devant cette commission. Il n'y a pas de contestation sur les faits en eux-mêmes. Mais Julien avance que ces faits sont anciens et qu'il peut bénéficier d'un droit à l'oubli. Julien n'a pas hésité à mentir il y a encore quelques semaines, Madame la Présidente, en nous envoyant un faux jugement qui indiquait que son histoire était bien réelle et qu'il avait été soi-disant diffamé. Je pense que vous avez ce document dans le dossier et les expertises des avocats qui attestent qu'il a fait un faux en écriture et qu'il a utilisé leur nom afin de nous tromper. Alors, sur cette question de faux jugement, il faut repréciser les choses. Nous sommes une commission média et on ne s'intéresse qu'à ce qui a été diffusé dans les médias. Nous ne sommes pas compétents sur cette question du faux jugement et cela relèvera de la justice le cas échéant. Vous n'allez pas en tenir compte ? Dans la lettre qu'il a envoyée à notre commission, Julien reconnaît avoir produit ce document, ce faux jugement, comme vous l'appelez, en ultime recours, et par désespoir, ne sachant plus très bien quoi faire pour empêcher la diffusion de ce podcast qui nuit selon lui à sa réputation. Oui, mais ce faux jugement n'est pas un document récent. Il l'a déjà utilisé plusieurs fois pour faire disparaître des articles sur lui. Nous allons laisser ce faux jugement de côté si vous le voulez bien. Et il vous appartiendra, ainsi que les avocats mentionnés dans cet écrit, de saisir les tribunaux si vous le souhaitez. La commission s'est avant tout demandé si Julien avait témoigné à nouveau dans les médias durant ces 20 dernières années. Nos recherches n'ont fait apparaître aucune intervention dans les médias postérieure à la découverte de sa supercherie. De votre côté, votre avocat n'a produit aucun document attestant de la participation de Julien dans une émission. Vous confirmez, madame ? Oui, Madame la Présidente. Je n'ai rien trouvé de nouveau. Mais son mensonge a bien existé. Et c'est Julien qui a pris contact avec les médias à l'époque. Selon moi, il est donc responsable de sa médiatisation. Julien Dupont reconnaît ce point aussi. Et il s'en excuse à nouveau. D'accord, mais donc ce ne sont pas les médias qui sont à l'origine de sa médiatisation. C'est Julien lui-même qui a cherché à témoigner. Mais ce fait n'est pas contesté par Julien et ne fait donc pas l'objet de ce débat. Bon.
Notre commission aime bien faire intervenir des spécialistes pour nous éclairer. Nous avons besoin de savoir quel est le contexte de production de ces témoignages qui sont croissants dans les médias. Monsieur Baquet, pouvez-vous nous lire les conclusions de votre rapport ? Il faut expliquer pourquoi le genre d'émission comme Une belle histoire a du succès. Qui parle dans ces podcasts ? Des anonymes qui racontent leur vie. Et aujourd'hui, on préfère entendre ces témoignages que les propos des experts comme moi. Pourquoi ? Parce que ce type de témoignage est plus facile à écouter. Cela ne demande pas de connaissances particulières, ni de savoir. En fait, c'est très divertissant d'écouter une histoire. C'est aussi simple que ça. On se laisse bercer. Les propos des experts, eux, ils sont jugés ennuyeux. Trop techniques, désincarnés. C'est un peu ce que je fais d'ailleurs aujourd'hui devant vous, Madame la Présidente. Continuez. Mais essayons de savoir pourquoi un podcast comme Une belle histoire plaît au public. Sur quels éléments reposent ces témoignages ? Posons la question. Sur du vécu. Tout simplement, le vécu des témoins. L'expérience personnelle de celles et ceux qui les vivent. Ni plus ni moins. C'est cette expérience qui donne la légitimité de présence dans le podcast. En fait, témoigner, c'est facile. Vous n'avez qu'à raconter ce qui vous est arrivé. Alors oui, les victimes, en fait, elles n'ont jamais été autant présentes dans les médias. Nous les entendons raconter leur expérience de vie. Alors c'est vrai, souvent douloureuse, et nous sommes souvent très touchés par leurs témoignages. Et, phénomène rare, durant ces 30 dernières années, on observe effectivement cette tendance très particulière. La victime a été sacralisée. Avant, on s'identifiait aux héros, à ceux qui combattaient, aux soldats sur le front par exemple. On s'identifiait aux sportifs aussi qui réalisaient des performances, à ceux qui faisaient des exploits, à ceux qui sauvaient des vies. Mais aujourd'hui, on préfère s'identifier aux victimes. Par quel miracle préfère-t-on s'identifier à des victimes, des personnes qui sont des accidentés de la vie ? C'est un mystère. Merci. Mais, j'ajouterais, pardonnez-moi, Madame la Présidente. Allez-y. Que ça en dit long sur notre société. Revenons à l'affaire qui nous réunit cet après-midi. Pourquoi le public a-t-il été touché par Julien ? C'est une victime parfaite, pourrait-on dire. Il a failli être victime d'une injustice, et en fait, toute injustice nous révolte. Cette injustice, c'est qu'il se retrouve dans le coma, à cause d'un automobiliste qui prend la fuite. D'une manière très lâche. Il manque aussi de mourir, par la faute des médecins. Ou plutôt, je dirais, par la faute de l'anonymat qui s'est répandu dans les hôpitaux. Julien, il ressemble à toutes ces personnes dont on ne s'occupe pas aux urgences. Et puis, comment peut-on supporter l'idée que quelqu'un puisse mourir à 20 ans ? De maladie ou d'un accident ou même d'un suicide. Bien heureusement, Julien, il a survécu. Mais il a subi tellement d'épreuves. Voilà déjà, en fait, de quoi susciter la compassion. Mais en fait, j'ajouterais que Julien, il revient des enfers. Il sort du coma, il reparle, il remarche. Il va ensuite s'engager dans le sport, se mettre au service des autres. Pour le public, c'est un message d'espoir, très précieux, qui signifie on peut agir sur son propre destin. Et il est capable de nous transmettre sa combativité, sa résilience. Et en plus, vous l'avez vu, avec conviction, avec humilité, avec émotion, avec sourire. Julien, en fait, c'est un messager qui vient nous dire « n'abandonnez jamais ». C'est la figure de la victime et en même temps la figure du héros. Qu'est-ce qu'on peut rêver de mieux ? Mais attention, l'émotion que suscitent ces victimes quand elles parlent, la terreur que nous inspirent les événements qu'ils ont vécus, nous mettent en fait comme au garde à vous. Les médias écoutent ces victimes avec empathie, avec respect. Ils n'osent plus douter de leurs paroles. Leur malheur, en fait, s'impose à nous. Mais ne pas douter de la véracité d'un témoignage, ne pas se poser la question « est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ?», en fait, c'est dangereux. Car toute l'adhésion du public à ce type de témoignage repose sur la confiance.
la confiance vis-à-vis de quelqu'un qui raconte son histoire, cette confiance, elle repose sur ce qu'on pourrait appeler un pacte d'authenticité. C'est ce que disait mon confrère Philippe Lejeune, que vous avez bien connu. Moi, public, je suis touché par votre histoire parce qu'elle est réelle. Si elle n'est pas réelle, tout s'effondre. Il y a donc une rupture, on pourrait dire, du pacte d'authenticité. Mais de manière étrange, les journalistes ne vérifient pas si ce que disent les témoins, les victimes, c'est bien réel ou non. Ils présument que les victimes ont bien vécu ce qu'elles ont vécu. C'est ce fameux garde à vous dont je parlais. En fait, les journalistes ont peur de demander si ces souffrances sont bien réelles. Par pudeur, sans doute, par respect. Mais en fait, ils s'interdisent de vérifier si tel ou tel fait est bien réel, si tel ou tel événement a bien été vécu par le témoin. Je nomme ça, Madame la Présidente, la suspension de la raison. La suspension de la capacité à contredire et à questionner. C'est ça, la suspension de la raison. Par conséquent, les victimes bénéficient d'une forme de présomption de bonne foi. On les croit, par principe. Vérifier si une victime est bien une victime, eh bien c'est un tabou. Comment analysez-vous ce phénomène, monsieur Baquet ? Pour moi, c'est une évolution très dangereuse. Je vous le dis tout net. Bien. Revenons à nos moutons. Madame Camille Martin. Julien Dupont fonde aussi sa demande de retrait du podcast sur d'autres motifs. Pour lui, votre déontologie journalistique, je le cite, a plusieurs fois été remise en question et vous n'êtes pas légitime pour mener un débat sur le mensonge dans les médias, ni mettre en accusation les témoins passés et présents. Ah bon ? Je ne suis pas légitime. Mes yeux sont fixes, mon visage est figé, je peux pas parler et je sens plus mon corps. Je peux pas bouger les jambes ni les bras. Et autour, il y a plein de gens, il y a des médecins, des soignants, il y en a qui me parlent, d'autres pas. Et je crois qu'ils font des efforts pour me donner des infos sur la situation, certains qui me demandent de tenir le coup, de pas m'inquiéter, mais ça s'arrête là. Nous allons maintenant recevoir une journaliste qui, elle aussi, donne la parole à des personnes qu'on appelle des anonymes, ces témoins qui racontent leur vie dans un podcast. Madame Alice Muller. Madame, pouvez-vous nous dire comment vous travaillez ? Comment vous vérifiez si ce qui est dit est vrai ou faux ? Vous qui avez la même pratique que Madame Camille Martin. Alors comment je m'y prends ? Je dirais que la base de notre métier, c'est de vérifier que nos sources sont justes. Donc je prends soin de toujours vérifier, bon, évidemment, l'identité, la réalité de leur activité, par exemple. Je recoupe des informations pour m'assurer que les premières informations que j'ai données par cette personne sont justes. Voilà, sont des faits, rien que des faits. Il faut toujours vérifier et sourcer des faits. Pouvez-vous nous expliquer comment vous vérifiez si les récits des témoins sont vrais dans votre podcast ? C'est assez facile aujourd'hui quand même de tracer, pardon pour l'expression, mais de tracer quelqu'un. On peut très facilement retrouver d'où il vient, où il est né, ce qu'il a fait, certaines de ses activités, y compris bénévoles, ses implications dans telle ou telle association. Et ça permet quand même assez vite d'avoir les contours de la personne qu'on va rencontrer, même si c'est une personne anonyme, comme on veut bien les appeler. Appeler évidemment son actuel ou ses anciens employeurs. Et ça peut être utile aussi de contacter des collègues. Parce que c'est aussi par la parole des autres que l'on peut savoir si une personne est plutôt dans le vrai, a plutôt une habitude de discours de vérité. Vous êtes bien certaine qu'on n'a jamais menti dans votre podcast ? Il me semble qu'avec toutes ces vérifications, avec ce travail de source, j'ose espérer que les personnes que j'ai rencontrées n'ont pas véritablement pu élaborer de mensonges. Bien sûr, plus le récit est personnel et intime, moins on a accès à cette vérité personnelle et intime. Mais sur
l'identité, la réalité, l'activité, tout cela, il me semble que c'est assez délicat de pouvoir mentir dessus. En revanche, il est sûr que la subtilité et l'intimité du propos, eh bien là-dessus, on ne pourra jamais savoir si on est dans l'absolue vérité. Vous pouvez développer ? Pour être très honnête et très précise, il m'est arrivé d'être contactée par des personnes qui voulaient ajouter leurs propos et leurs témoignages à cette série de podcasts. Et j'allais dire, elles arrivaient out of nowhere. Eh bien, après un bref échange téléphonique, en fait, je me suis permis de leur faire comprendre que l'enregistrement n'était pas possible. C'était pour moi trop compliqué d'aller vérifier, d'aller donner une caution, d'aller sourcer, en fait, la vérité. Elle tombait du ciel sans que je puisse vérifier quoi que ce soit. Le journaliste se doit, à mon sens, d'être extrêmement prudent, puisqu'il a une responsabilité vis-à-vis de ceux qui vont le lire, l'écouter, le voir. À ce titre, il se doit de vérifier au maximum, même si tout n'est pas absolument vérifiable, mais de vérifier au maximum. Et donc, oui, le prix, en quelque sorte, de cette vérité, le prix, c'est de ne pas tout prendre. Mais ne pas tout prendre, ça ne veut pas dire censurer. Ça veut dire ne pas tout prendre. Ça veut dire assurer. Continuez. Aujourd'hui, on veut croire que le journaliste est là pour recevoir, accueillir, transmettre la parole de tout un chacun. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette parole ? Cette parole, il faut qu'elle puisse être, comme on l'a dit, vérifiée avant d'être transmise, pour être honorée en quelque sorte. En revanche, si la personne qui souhaite parler pour elle-même, pour raconter un récit plus ou moins vrai, plus ou moins juste, en tout cas, inventer un peu son récit, elle a besoin d'en parler. Mais c'est pas un journaliste qu'il faut qu'elle aille voir, c'est un médecin, un psychologue, un praticien. Mais l'objectif n'est pas le même, en fait. L'objectif n'est pas dirigé vers cette parole qu'on va ensuite transmettre. Merci pour votre témoignage, madame. Vous pouvez vous retirer. Alors, nous allons recevoir, à la demande de Julien, 2 témoins qui sont passés dans votre podcast Une belle histoire et qui ont accepté de raconter leur expérience. La première, c'est madame Dupuis, que vous avez interviewée en juin 2021. Vous pouvez la faire entrer. Madame Dupuis, vous avez bien témoigné le 12 juin 2021 dans le podcast de madame Camille Martin. Oui, c'est bien ça. C'était une émission sur les histoires d'amour. Les histoires d'amour qui n'ont pas duré, mais qui sont très intenses et qui laissent des traces. Je me souviens, j'étais étudiante et j'étais avec une copine, et côté sentimental, c'était pas top. Et on s'est mis à délirer et à inventer des trucs entre nous pour rire. Et à un moment, j'ai inventé quelque chose que j'ai raconté à ma copine, et elle était scotchée. Limite, elle pleurait. Elle trouvait ça trop beau. Et elle me dit... Pourquoi tu témoignes pas dans l'émission ? Je lui dis n'importe quoi, ce que je viens de te dire, c'est pas vrai. Et là, elle me répond mais moi je te croyais, j'étais avec toi sur cette île et ce mec, toutes les sensations que tu as décrites, la chaleur, et c'est comme si vous étiez hors du temps. Alors j'ai dit oui. La trouille que j'ai eue quand j'ai appris que j'avais été sélectionnée. Mais on a répété avec ma copine, on en a rajouté plein de détails à l'histoire pour que ce soit encore plus crédible. Et le jour de l'émission, j'ai plus peur. Je sais que c'est pour de faux, alors y a pas de risque. Et je sens que Camille me croit. Je la regarde dans les yeux, ça se voit qu'elle est trop émue, trop contente. Après, j'étais fière d'avoir réussi à faire ça, mais c'était pas vrai et c'était n'importe quoi. J'aurais bien aimé vivre cette histoire d'amour, mais non. Il ne s'est rien passé. On a monté ça toute seule avec ma copine. Avez-vous dit à madame Camille Martin, à un moment ou à un autre, que cette histoire était fausse ? Non, pas du tout. Je lui ai jamais dit. C'est juste quand l'avocat de monsieur Julien m'a contacté que j'ai regretté et que j'ai senti qu'il fallait que je le dise. Ça m'a gêné qu'elle s'en prenne à lui comme ça. J'étais fan de l'émission. Et j'avais moi-même mytho dedans, donc je comprenais pas pourquoi elle faisait ça. Pourquoi elle s'en prenait à une personne qui avait raconté sa vie. On a le droit de faire des conneries. C'est pas bien, mais ça mérite pas un procès comme celui qu'elle fait. Moi aussi j'ai menti. Alors elle va faire quoi ? Elle va faire un podcast pour moi, pour me dénoncer comme elle a fait pour Julien ? Je suis désolée auprès de Camille et je m'excuse vraiment, mais j'ai pas envie que les autres sachent que j'ai mytho. C'est du passé.
Madame Camille Martin, la personne qu'on vient d'entendre a bien témoigné dans votre podcast ? Je le confirme, oui. Saviez-vous que cette histoire d'amour que vous avez fait raconter était fausse ? Non. Je le découvre aujourd'hui. Le choc, bien sûr que je l'ai senti, mais c'est surtout juste après dont je me souviens. Quand j'ai perdu l'équilibre. Et c'est là que j'ai compris comment ça marchait. Tu peux rien faire une fois qu'on t'a percuté, que ton corps est en train de chuter. Tu peux pas le redresser, hein. J'ai été projeté sur le sol comme un sac de pommes de terre. À aucun moment dans l'écoute de ce récit, vous n'avez douté de la véracité de cette histoire ? Non. Elle semblait vraiment sincère et effectivement, j'ai été très touchée. Donc non. Je l'ai cru. Je l'ai cru. Je la croyais. Est-ce que vous avez cherché à joindre le garçon dont elle parle pour recouper les informations ? Non. Ce n'est pas le principe du podcast. Bien. Nous allons recevoir un deuxième témoin. Je me rends compte que nous parlons comme dans un podcast. Merci Sacha Lopez d'être venu et d'avoir répondu à notre demande d'information. Donc, vous avez témoigné dans le podcast de Camille Martin en décembre 2018. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Vous pouvez nous raconter les circonstances de ce témoignage ? Pour commencer, je suis une fidèle auditrice, en fait, c'est une belle histoire. Je l'écoute depuis au moins 10 ans, c'est un podcast qui m'a accompagnée dans ma vie de jeune adulte jusqu'à aujourd'hui. Vous posez les questions qui amènent en fait les personnes à livrer un peu d'elles-mêmes, et moi il y a encore des phrases de personnes que vous avez interviewées qui me restent dans la tête aujourd'hui dans certaines situations. Enfin, c'est vraiment un podcast qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'en fait encore aujourd'hui d'ailleurs du bien. On m'a fortement incité à venir ici pour parler de ce que j'avais fait, de ce que j'avais commis et dont je suis pas très fière. Et j'ai accepté. Je tiens aussi à dire que je suis pas tellement d'accord avec ce qui s'est dit jusqu'à maintenant sur le fait que la victime est mise au statut de héros. J'ai une amie qui a encore été au poste de police il y a pas si longtemps que ça, et elle a passé 3 jours en fait pour que sa parole soit entendue. C'était pour un accident. Il y a tellement aujourd'hui de victimes qui sont pas du tout entendues, dont la parole n'est pas du tout reconnue. Dire qu'elles sont mises au statut de héros, je trouve ça un peu fort en café. Continuez. Un jour, à la fin de son podcast, Camille a dit qu'elle cherchait des personnes qui auraient commis quelque chose d'illicite et qui voudraient bien venir témoigner. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, pourquoi pas moi ? Moi aussi, je pourrais peut-être venir témoigner. Mais, excusez-moi de vous demander ça, nous ne sommes pas dans un tribunal. Mais vous aviez commis des délits ou quelque chose comme ça ? Non, j'ai jamais commis de délit. Je suis quelqu'un d'hyper honnête, je mens quasiment jamais, j'ai jamais rien volé. Mais là, en fait, cette émotion que je ressens quand j'écoute, je me suis dit que moi aussi je pouvais la transmettre. Et comme je vous l'ai dit, j'arrive pas à parler de moi, vraiment, en général. Et là, voilà, j'ai voulu raconter cette histoire de cambrioleur et me faire passer pour une cambrioleuse. Et en plus, souvent quand on entend des témoignages de cambriolage, on entend des hommes qui parlent et je me suis dit, ça va aussi changer. Donc j'ai contacté Camille. Excusez-moi, c'est un peu étrange d'imaginer ça. Et de prendre contact avec un média pour témoigner alors que vous n'avez pas vécu une situation. Mais tout n'est pas faux dans ce que j'ai raconté. La base de ça, c'est que j'étais abonnée à un super podcast américain qui s'est arrêté depuis. Et il y avait un épisode justement qui parlait des cambriolages. Et il y avait plusieurs témoignages entrecroisés, dont un d'une personne qui racontait quelque chose d'énorme. Enfin, je veux dire, sa vie, on aurait dit un roman. Elle racontait par exemple qu'elle avait cambriolé une maison en plein jour, en sortant tous les meubles par la porte d'entrée, qu'elle avait cambriolé une banque. Et elle parlait de ça hyper librement et je m'étais dit, mais ça c'est faux ça. Là, ils vont trop loin. Et alors ? Vous avez eu la réponse ? Alors oui, en fait, ce témoignage était vrai. Mais moi, ça m'a fait une sorte de révélation, en fait. Je me suis dit, mais je peux même faire un témoignage mieux que celui-là. Et donc, j'ai commencé à écrire. Et j'ai écrit tout un scénario et j'ai mis tellement de choses de moi. J'ai mis des pensées, des émotions.
Et j'avais pas l'impression de mentir parce que ça, c'était vrai. En fait, le cambriolage, c'était un prétexte. Et je suis vraiment désolée aujourd'hui d'avoir menti. Enfin, je sais que c'est pas bien, que c'est pas ça qu'il faut faire et... Je vous rassure, nous ne sommes pas là pour vous juger. Vous avez donc témoigné dans le podcast de Camille Martin. Oui. Oui, donc j'ai écrit, Camille m'a répondu. Elle était super sympa d'ailleurs. Et on s'est donné rendez-vous au studio. J'étais hyper impressionnée de venir ici, dans le lieu où se tournaient tant de podcasts que j'avais aimés. C'était un jour où il faisait vraiment très très chaud. Et en fait, j'avais eu peur qu'on me reconnaisse. Donc j'avais mis une casquette et un masque du bas du menton jusqu'en haut du nez, quoi. Mais vous n'aviez pas peur de ça, justement? Que vos amis vous reconnaissent, ou votre famille, et qu'on pense que vous étiez une vraie fripouille, une personne qui cambriole vraiment? Oui, justement, j'y ai pensé. Enfin, en fait, je sais pas, mais bêtement, j'avais pensé à cacher mon visage et j'avais pas pensé à ma voix. Et j'étais hyper gênée. Je me suis dit, mais des gens vont me reconnaître. En plus, ce podcast, j'en ai parlé à mes amis, à ma famille, au boulot. Enfin, c'est sûr qu'on va me reconnaître. Et ça, c'était pas possible. Mais quand je suis arrivée, du coup, Camille m'a dit « Aucun souci, on a l'habitude de ça, on a des techniques pour camoufler la voix. » Et donc, j'étais confiante. Pardonnez-moi cette digression, Madame Camille Martin, mais est-il courant de modifier la voix des témoins? Non. Uniquement pour préserver leur anonymat. Enfin, je sais pas, j'ai rien pu contrôler. Ça a été très vite. Il y avait des cris, peut-être. Mais ce que j'ai pas oublié, c'est cette sensation d'être dans les airs et de tomber. Et de pas pouvoir agir. Sacha Lopez, avez-vous indiqué à Madame Camille Martin que votre témoignage était faux après la diffusion du podcast? Non, jamais. Depuis la diffusion du podcast, Madame Camille Martin ne sait toujours pas que vous n'avez jamais commis un tel délit? Non. Madame Camille Martin, vous n'avez jamais eu de doute sur le récit de Sacha Lopez? Non. Et là, Madame Martin, on est face à un témoignage qui relate des faits délictuels et vous n'avez pas cherché à authentifier ce récit. Non. C'est très délicat. La personne n'a jamais été condamnée. Donc, je pouvais pas vérifier. Comment j'aurais fait? Mais donc, pour résumer, n'importe qui peut passer dans votre émission et raconter qu'il a fait telle ou telle chose? Tout est possible! Non, tout n'est pas possible. On a des limites. Ça dépend des projets, ça dépend des épisodes. Lesquels? Je sais pas, c'est difficile de trouver des exemples à brûle-pourpoint. On le sent, normalement. Quand un témoin ne dit pas la vérité, on le sent, on a une intuition. Et là, vous n'en avez pas eu? Non. Pas pour eux. C'est un moment bizarre, comme une suspension du temps. J'ai l'impression qu'il n'y avait plus de bruit, par exemple. C'est comme si ça avait duré une éternité. D'accord. Donc, vous ne saviez pas? Sacha Lopez, pourquoi avoir voulu témoigner aujourd'hui? Alors, l'avocat de Julien m'a appelé. Et quand il a commencé à me parler de mon témoignage sur le cambriolage, j'ai eu une sorte de décharge électrique et tout m'est remonté. Et j'ai eu la trouille. J'ai eu une trouille immense et pendant qu'il me parlait, j'ai commencé à m'imaginer en prison. En plus, je comprenais pas comment il avait fait pour me retrouver, comme ma voix avait été trafiquée. Donc j'ai tout dit. Et quand la conversation téléphonique s'est arrêtée, je me suis aperçue qu'en fait c'était quelque chose qui me pesait depuis toutes ces années. J'ai commencé à en parler à mes proches, à mes amis, et on m'a conseillé de venir ici pour aller bien. Mais je suis vraiment désolée d'avoir menti. Et j'adore une belle histoire, et je veux que ça continue, et je suis désolée si ça nuit à Camille. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi elle a arrêté le podcast. J'espère, moi, que ça va continuer. C'est bien noté. Je précise, Sacha Lopez, que vu l'étrangeté de cette situation et de vos remords, vous vous êtes rendu au commissariat de police qui a mené une enquête sur vous.
Et voilà, aucune charge n'a été retenue contre vous. Vous êtes officiellement innocenté. Vous n'avez écopé que d'un rappel à la loi. Je voulais pas de vrais ennuis après ça. Donc j'ai été au poste de police et j'ai tout raconté. Et en fait, ils ont presque rigolé. Hein. Mais bon, au moins, cette histoire, elle est derrière moi. Merci Sacha Lopez. Vous pouvez vous retirer. Merci. Nous allons maintenant délibérer. À tout à l'heure. Je crois que je suis plus consciente de rien à ce moment-là. Ma productrice a l'air complètement accablée et pour moi c'est irréel. Cette commission, ces anciens témoins qui ressurgissent, c'est encore pire que le cauchemar que j'ai fait en vrai. On n'arrive pas à se parler avec Isa. J'imagine qu'elle me reproche plein de choses. On avait un podcast qui marchait. On gagnait bien notre vie. Tout roulait. Isa, t'as pas compris que j'en pouvais plus. Et c'est vrai que c'est assez incompréhensible vu de l'extérieur. On n'est pas censé mettre fin à quelque chose qui marche. Mais c'est bizarre, je suis pas effondrée en attendant la décision de la commission. Je crois que je sais que je m'en vais. En fait, quoi qu'il arrive, je m'en vais. Je pars. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Madame Camille Martin, notre commission s'est donc réunie et nous sommes en capacité de rendre notre décision. Sur la question du droit à l'oubli, la commission considère que la requête de Monsieur Julien est fondée, dans sa totalité, au nom du droit à l'oubli, qui garantit à tout citoyen de ne pas voir des éléments de sa vie privée rendus publics ad vitam aeternam. Nous vous demandons de ne plus mettre en ligne votre podcast « Une si belle histoire » hors série, l'histoire de Julien. Et ce, à compter de demain minuit. Ce n'est pas tout. Sur la question du mensonge dans les médias. Suite à l'intervention de notre expert, M. Baquet, spécialiste des médias, et au témoignage de 2 anciens invités qui ont reconnu devant notre commission avoir menti dans votre podcast, nous demandons le retrait définitif de ces 2 épisodes d'une si belle histoire, au motif qu'ils pourraient tromper le public en étant perçus comme de vrais témoignages. Nous vous demandons aussi de suspendre tous les autres épisodes de votre podcast. En effet, les témoignages que nous avons entendus aujourd'hui peuvent laisser supposer que des invités ont pu tenir des propos inauthentiques dans votre podcast. Par conséquent, nous vous demandons un travail d'authentification de tous les épisodes de votre podcast, par tout moyen existant. Notre commission va fixer une prochaine date d'audience et nous examinerons alors tous les documents d'authentification que vous nous aurez transmis. Je suis comme dans un mauvais rêve. Mais en général, dans un cauchemar. Quand la mort est proche, vous vous réveillez. Mais là, j'ai beau essayer de me réveiller, la réalité me renvoie à ce qui m'est arrivé. Je suis comme dans un paysage lunaire, calciné, un vrai désert. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons envisager de vous redonner l'autorisation de mettre les épisodes en ligne. Cette mise en ligne pourra être totale ou partielle en fonction des vérifications que vous nous aurez transmises. Est-ce que vous avez des questions ? On doit retirer tous nos épisodes ? Oui, jusqu'à la prochaine audience. C'est la procédure. Nous ne pouvons pas laisser le soupçon se généraliser. Vous n'avez pas transmis d'éléments qui laissaient penser que les témoignages que vous diffusez étaient vérifiés et réels.
Nous vous invitons à effectuer ce travail pour qu'il n'y ait pas de doute possible sur l'authenticité des témoignages que vous proposez. La commission doit pouvoir garantir une information fiable. Pour tous les témoignages que vous diffuserez à l'avenir, nous vous invitons à procéder de la même manière et à garder les justificatifs d'authenticité. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est la fin du podcast. Tu t'en doutes. Personne n'aurait été capable de vérifier l'authenticité des 512 épisodes d'une belle histoire. Ah non, 510, puisque 2 d'entre eux sont des faux. Avec Elisa, on s'est retrouvés dans la rue. Et on s'est à peine regardés, mais on a quand même partagé un petit sourire. Je crois qu'on savait toutes les deux que c'était plus la peine de rajouter quoi que ce soit. Voilà. Je t'ai beaucoup parlé dans ce podcast. Mais je dois admettre que parfois, oui, ça sert plus à rien de parler. Pour tout te dire, j'ai hésité à enregistrer ce dernier micro que tu écoutes, peut-être, maintenant. C'est presque la nuit. Qu'est-ce que je peux te dire après tout ça ? Tous nos podcasts vont être supprimés du site. Et peut-être que des versions pirates vont exister pendant un certain temps. Et puis, tout va disparaître. Toutes ces histoires. On va nous oublier. Moi, je suis déjà un peu ailleurs. Je t'ai dit. Pas de problème. J'ai pas vu la voiture qui arrivait sur ma gauche. Pourquoi je l'ai pas vue ? Tout simplement parce que j'étais en train de regarder à droite. Ouais, c'est ça la connerie que j'ai faite. J'ai bien regardé à droite, mais j'ai pas regardé à gauche. T'es encore sur ça ? Le menteur, l'usurpateur... Qui ? Vous allez travailler encore cette figure-là ? Mais pour moi, c'est pas une figure. Le mensonge, c'est un concept global. À l'arrière, vous allez mentir aussi de votre façon. À votre façon, vous allez utiliser ce que je suis en train de vous dire pour arriver à vos fins. Donc c'est très bien. Moi, j'ai fait ça toute ma vie. Le témoin, c'est fait pour mentir. Que tu veux. Enfin, je veux dire, sois toute marrant d'ailleurs à la barre. C'est de penser qu'on va pas mentir. C'est l'intention de tromper. C'est l'intention de vouloir présenter une réalité qui n'existe pas. Et avec cette intention, on peut se poser la question de la raison de cette intention. On peut se poser la question de l'effet qui va être produit par cette intention. C'est pour ça qu'on pense souvent aux mensonges qu'on va énoncer pour se cacher, pour cacher une erreur. Souvent, les premiers mensonges, c'est parce qu'on a fait quelque chose de mal. C'est un mensonge pour se couvrir. Et en fait, le mensonge est une espèce d'astuce, un artefact qui permet de se présenter soi-même sous un meilleur jour parce qu'on n'est pas fier de ce qu'on a fait. Donc quelque part, on a déjà conscience en fait de ce qui est le bien. On a fait mal et on essaye de trouver un subterfuge qui permet de montrer qu'on n'est pas si mauvais. Donc finalement, le mensonge, il est presque comme une intention de bien faire. Puisqu'on veut cacher qu'on a mal fait, on est déjà dans la démarche de vouloir dire « Ok, j'ai compris que j'ai fait quelque chose de mal. » Et en fait, je suis déjà dans la démarche de rédemption, puisque j'énonce un mensonge qui permet de rattraper cette erreur, je ne l'assume pas. Je ne l'assume pas avec un grand sourire, en disant « Ok, je l'ai fait, mais c'est pas bien. » On est déjà dans une forme de rédemption, de dire « Oui, le mensonge devrait être ça. » Donc je t'adresse ce petit vocal en m'excusant pour le retard. Je pourrais te raconter des histoires pour expliquer mon retard en disant par exemple que j'ai été enlevée par une chauve-souris
ou par des extraterrestres, ou que j'ai eu la grippe. Mais finalement, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait des mensonges. Et qu'est-ce qu'un mensonge ? Qu'est-ce qu'un mensonge ? Dans mensonge, j'ai envie de dire, il y a songe. Donc c'est peut-être ce qu'on espérerait attendre de la vie. C'est peut-être une manière de s'extirper de situations pas très confortables, pas très reluisantes, dont on n'est pas très fier. C'est peut-être une manière de se sauver la mise, de ne pas blesser l'autre. C'est peut-être ce qu'on espère secrètement. Et c'est peut-être la meilleure manière de se raconter des histoires aussi. Voilà une petite définition du mot mensonge en 1 minute. Avec dans les rôles principaux Camille Dagen, Camille, Clémence Bûcher, Isa, Antoine Ségara, Julien. Et aussi Muriel Amat, Bilal Bachir, Vinnie Bénard, Sylvestre Bouquet, Xavier Delcourt, Mélina Fachin, Laetitia Forge d'Arc, Anna Elforveil, Karine Gélébart, Anna Estella Marx-Wecker, David Martins, Cécile Mourier, Vincent Pellerin, Claire Perrault, Sébastien Pierre-Jean, Philippe Piot, Laurent Podetti, Louise Schwartz, Mathieu Singuerlet, Victor Topenot, Kéliane Yousfi et Karine Zenner. Les musiques sont composées et interprétées par Marine Anger et John Caldera. Mixage, Vincent Venet. Dessin d'illustration, Sylvestre Bouquet. Une si belle histoire est une coproduction par Oui-Dire, la première de Pascal Tison, et Sonia, un monde de récits audio. Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture et de l'IDEX de l'Université de Strasbourg et de ses partenaires CNRS et INSERM dans le cadre de France 2030, Strasbourg capitale du livre UNESCO 2024. Sonia, un monde de récits audio.